Heureux de vous retrouver, chers élèves. مرحبا بكم مرة أخرى في فضاء علوم الحياة والأرض. غادي نستمروا في الدروس ديالنا المرتبطة بالموضوع ديال الخبر الوراثي، لو تيم ديال لافورماسيون جينيتيك. بعدما شفنا في لا ديرنيير لوسون لو مود دو ترانسميسيون de l'information génétique par la voie de la reproduction sexuée. Et Inch'Allah, on l'autre voie, la voie sexuée. Et comme on avait dit la dernière fois, la voie sexuée, c'est nécessairement l'alternance entre méiose et fécondation. Alors, lui, Inch'Allah, on le rôle de la méiose et de la fécondation dans la diversification. Déjà, la méiose et la fécondation, ils assurent le maintien de la stabilité de cariotype d'une génération à l'autre. Quand on parle de la reproduction sexuée, nous pensons évidemment à la fécondation. Effectivement, le phénomène assurant la conception d'une nouvelle génération est la fécondation. L'Ikhsab. Qu'est-ce que l'Ikhsab? L'Ikhsab, en fait, c'est la fusion entre un gamète femelle et un gamète mâle. Cette fusion donne naissance à un œuf ou zygote qui est le point de départ d'une nouvelle génération. الهدف ديالنا ماشي la reproduction proprement dite, mais comment se fait la transmission de l'information génétique véhiculée par les chromosomes depuis la génération parentale vers la génération fils. Et bien entendu, les gamètes ont le maillon qui va permettre le lien entre les générations. Alors, il a le karyotype d'un gamète et en comparaison avec celui d'une cellule somatique, vous allez tout de suite remarquer que le cas de la cellule somatique, remarquez que les chromosomes sont classés par paire. Vous voyez effectivement que chaque chromosome est à côté de son homologue. Alors que dans le cas d'un gamète, vous remarquez qu'ils sont individualisés. En fait, il n'y a plus de paire. Dans le cas d'une cellule somatique, nous parlons d'une cellule diploïde, et là, il est haploïde. Et vous allez remarquer donc que les gamètes sont les seules cellules possédant un lot de chromosomes haploïdes parmi toutes les cellules du corps. C'est donc le résultat d'une méiose. Pour mieux comprendre le déroulement de la méiose, on va essayer de procéder à une étude comparative entre méiose et mitose. La méthode qu'on a déjà eu l'occasion de voir, et on sait tous que c'est une reproduction conforme qui concerne le renouvellement des cellules tout simplement. Alors il a donné comme exemple une cellule A2N égale 4, soit donc deux paires de chromosomes, que voici. Que ce soit dans le cas de la méiose comme dans le cas de la mitose, la division est précédée par une interphase. Et pendant l'interphase, on le sait tous, il y a une préparation à la division. Donc ça, c'est un point commun. Il y a une duplication en interphase. Duplication de l'ADN va permettre d'obtenir des chromosomes bichromatidiens. Ce qu'il faut noter tout simplement, c'est que pendant la prophase, il y a la méiose, la première prophase de la méiose, on assiste à un appariement des chromosomes homologues. Ça veut dire que chaque chromosome se met côte à côte de son homologue, chose qu'on ne note pas dans la mitose. Autre particularité de la méiose par rapport à la mitose, il a été comme le cas la disposition des chromosomes, la métaphase. Dans le cas d'une mitose, remarquez bien que les chromosomes sont répartis dans le plan équatorial. Je vous l'axe le plan équatorial, il passe par les chromatides. C'est très significatif. Alors que dans le cas de la méiose, remarquez que la disposition des chromosomes est un peu spéciale. C'est une disposition en tétrade. Et remarquez que l'axe du plan équatorial, il passe entre les chromosomes homologues. La conséquence de la disposition qu'on avait notée la métaphase, dans le cas de la mitose, remarquez que l'anaphase, il y a séparation des chromatides qui chacune devient donc un chromosome fils. Vous allez remarquer qu'il y a migration d'un lot diploïde vers chacun des pôles de la cellule. C'est-à-dire, Shamal Katmchi les 2N égale 4, au Fuljanub Katmchi 2N égale 4. Ce qui va permettre en fin de compte l'obtention de deux cellules filles avec chacune 2N égale 4, exactement comme la cellule mère. Donc c'est une reproduction tout à fait conforme. Dans le cas de la méiose par contre, dès que la disposition en tétrade va permettre la séparation des chromosomes homologues. Ça veut dire que chaque chromosome se sépare de son homologue. Et donc il y a une migration d'un lot haploïde vers chacun des pôles. Vous allez noter qu'en fin de cette division, on obtient deux cellules haploïdes, chacune avec
deux chromosomes uniquement, n égale 2, seulement vous allez remarquer que les chromosomes sont toujours bichromatidiens. Ce qui veut dire que ces deux cellules sont amenées à une deuxième division qui va permettre la séparation des chromatides. Et là, la mitose salat, la télophase, la méiose, mais il y a une deuxième division qui va survenir, puisque les chromosomes bichromatidiens doivent donc, bien entendu, se transformer en chromosomes monochromatidiens, et ça se passera la deuxième division. Donc la méiose, la deuxième division comporte elle aussi 4 phases, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Rien de spécial à signaler. Je suis directement à l'anaphase qui est la phase la plus importante où il y a séparation des chromatides. Ça veut dire que les chromatides sœurs vont se séparer et on finit par obtenir en télophase, à la fin de la division, 2 cellules filles avec chacune de n égale 2. Donc la deuxième division ressemble exactement à une mitose. C'est une division conforme. Chacune des 2 cellules donc issues de la première division donne naissance à 2 cellules filles haploïdes identiques. Ce qui veut dire tout simplement que la méiose est une double division. La première division où on passe de 2n à n, on l'avait appelée une division réductionnelle. Et la deuxième division qui ressemble à la mitose est appelée une division équationnelle. On peut les appeler aussi méiose 1, méiose 2. Donc voilà, une cellule A2N va devoir subir une division réductionnelle, donnant naissance à 2 cellules filles haploïdes, seulement les chromosomes sont encore bichromatidiens. Une deuxième division équationnelle va survenir pour donner en fin de compte 4 cellules haploïdes. Voilà la méiose. La méiose est donc une réduction du nombre de chromosomes de moitié. C'est une division, comme on avait dit, propre aux cellules sexuelles. Donc déjà, quand vous parlez de méiose, pensez immédiatement à la reproduction sexuée, parce que les cellules somatiques ne connaîtront jamais une telle division. قبل ما نشوفوا le devenir ديال les allèles au cours de la méiose, les allèles portés par les chromosomes homologues, bien sûr. غادي نشوفوا d'abord comment varie la quantité d'ADN et comment évolue la structure des chromosomes pendant la vie d'une cellule germinale. Cellule germinale, je sous-entends une cellule qui va donner naissance aux gamètes. Alors, si on essaie de suivre la quantité d'ADN, vous êtes là d'abord en phase G1. Et remarquez qu'en phase G1, si on considère une seule paire de chromosomes, une seule paire de chromosomes, en phase G1, remarquez que la quantité d'ADN est stable, et vous allez remarquer aussi que les chromosomes sont monochromatidiens. Voilà qu'il fait la phase S, on le sait tous, bien sûr, il y a une duplication puisqu'on passe d'une quantité au double de la quantité initiale. Ce qui fait qu'en G2, remarquez qu'en G2, eh ben, les chromosomes, la paire de chromosomes n'est plus monochromatidienne, mais chaque chromosome étant bichromatidien, c'est-à-dire formé de 2 chromatides. C'est normal. Le dédoublement de l'ADN, c'est le dédoublement du filament. Rappelez-vous qu'une molécule d'ADN, c'est un filament, c'est une chromatide. 2 chromatides, donc c'est 2 molécules d'ADN. Donc on est passé de 2 molécules d'ADN au départ, donc c'est le double. Vient par la suite la division réductionnelle. La division réductionnelle, rappelez-vous, c'est la réduction du nombre de chromosomes. On passe de 2n à n. Voilà, ça veut dire qu'on n'assiste plus à des paires de chromosomes. Vous avez remarqué que les 2 chromosomes se sont séparés. Un seul chromosome bichromatidien. Vient par la suite la division équationnelle. Et vous allez noter que c'est la seule division qui n'est pas précédée par une duplication. Et effectivement, remarquez que les 2 divisions se succèdent l'une après l'autre. Alors que la mitose et la division réductionnelle sont toujours précédées par une duplication d'ADN, c'est-à-dire par une interphase avec duplication d'ADN. Non. Le cas de la division équationnelle, il n'y a pas de duplication avant. Donc, on va passer d'un chromosome bichromatidien à un chromosome monochromatidien. Voilà. Voilà, donc la méiose, c'est l'ensemble de la division réductionnelle, la division équationnelle. Donc vous avez là une double division. D'abord, la première division, c'est la séparation des chromosomes homologues, et la deuxième division, c'est la séparation des chromatides, qui chacune deviendra un chromosome fils. Quel est donc le rôle de la méiose dans la diversification des gamètes? Ce qu'on a à retenir, c'est qu'au cours de la méiose, les chromosomes homologues se séparent. Alors, à ne pas confondre entre homologue et analogue. Les chromosomes homologues, c'est des chromosomes effectivement qui comportent les mêmes
gènes, mais pas forcément les mêmes versions alléliques. Analogue, donc, alors, effectivement, en effet, l'un des chromosomes provient du père, son homologue provient de la mère. Donc, les versions alléliques pour un même locus, c'est-à-dire pour un même gène, ne sont pas forcément les mêmes. Voilà l'exemple. Donc, vous avez là une paire de chromosomes, et remarquez, vous avez là l'allèle A et l'allèle B. Et si vous remarquez que les deux allèles, ils occupent le même locus, c'est-à-dire le même emplacement, les deux chromosomes, donc il s'agit d'un même gène. Ça veut dire que chez les organismes diploïdes, qui présentent donc des paires de chromosomes, chaque gène étant représenté par un couple d'allèles. Un allèle qui provient du père et un allèle qui provient de la mère. Et vous allez noter qu'ils ne sont pas du tout forcément les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les gamètes, plutôt que les chromosomes homologues, ne véhiculent pas la même information génétique. Et comme ces chromosomes doivent se séparer, le gamète ne peut hériter que l'un d'entre eux. Ça veut dire que le type de gamète dépend des versions alléliques qu'il possède. على حساب المحتوى الحليلي اللي غادي يتلقاه هذا المشيج، الامشاج اللي غادي تورث الصبغي اللي فيه المشيج A اللي فيه بلوتو الحليل A والامشاج اللي غادي تورث الحليل B, ils seront tout à fait différents d'un point de vue allélique, d'un point de vue compte tenu de l'information. Alors pour mieux comprendre le jeu de la méiose dans le devenir donc des allèles, غادي نطلقوا من le cas de deux couples d'allèles. Et ملي كنقول deux couples d'allèles كنهضر على deux gènes. Parce que n'oubliez pas maintenant que un gène c'est l'équivalent d'un couple d'allèles. C'est donc l'équivalent de deux allèles. Ces deux couples d'allèles sont portés par deux paires de chromosomes différents, c'est-à-dire deux gènes indépendants. Voilà les deux paires de chromosomes. Le premier couple d'allèles, grand A petit a, et grand B petit b. Notez que le couple grand A petit a sont les versions alléliques d'un même gène. De même, le couple grand B petit b, celle d'un autre gène. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant la méiose? Rappelez-vous que selon la métaphase, la disposition des chromosomes pendant la métaphase va décider du sort des allèles. Ainsi, on peut avoir des dispositions possibles. D'abord, il peut y avoir une disposition pareille. Remarquez que la disposition, au cours de la phase 1, la migration polaire, grand A va nécessairement accompagner l'allèle grand B vers le nord et vers le sud, petit a accompagne l'allèle petit b. Mais nous pouvons aussi avoir une telle disposition. Ça veut dire que dans ce cas-là, grand A va accompagner dans sa migration l'allèle petit b et petit a d'un premier gène va accompagner l'allèle grand B du deuxième gène. Et comme cette disposition se fait aléatoirement, on peut donc dire que nous avons 50% de chance d'avoir la première disposition et 50% d'avoir la deuxième disposition. Pendant la phase 1, donc, cette ségrégation allélique aléatoire va permettre un brassage aléatoire des allèles. Et c'est ce qu'on qualifie d'un brassage interchromosomique. Les conséquences de ce brassage en fin de méiose, on obtient des gamètes diversifiés. Dans le cas des deux couples d'allèles considérés, on obtient 4 types de gamètes. Les proportions attendues devraient être semblables puisque la ségrégation est aléatoire. Voilà le premier type, le deuxième type, troisième type, quatrième type. Et comme c'est une ségrégation aléatoire, donc les proportions sont 25, 25, 25, 25% pour chaque handicap. Grand A, grand B, petit a, petit b, petit a, grand B, petit a, petit b. Attention s'il vous plaît, pas de grand A, petit a et pas de grand B, petit b, parce que grand A et petit a sont les allèles d'un même gène, ils doivent donc se séparer, et on ne retrouve dans un gamète que l'un d'entre eux, soit grand A, soit petit a. De même, grand B, petit b, les gamètes grand B, petit b, ça n'existe pas. Ça serait donc des gamètes anormales, puisque grand B, petit b devraient se séparer, là encore. Donc, vous allez remarquer que le nombre de combinaisons possibles s'obtient comme ceci. 2 à la puissance n, avec n désigne le nombre de paires de chromosomes. Vous imaginez que si je prends l'exemple d'une cellule humaine dont le nombre de paires est 23, vous allez donc avoir 2 à la puissance 23 types de gamètes engendrés par chacun des deux. Si on suppose maintenant que les deux gènes sont portés par une même paire de chromosomes, dans ce cas-là, qu'un gène lié.
Ce sont donc des gènes liés. Comme le présente le document suivant. Donc le couple grand A petit a et le couple grand B petit b, qui expriment donc deux gènes et sont portés par la même paire. Normalement, l'anaphase 1, quand les deux chromosomes homologues se séparent, vous allez remarquer que déjà le grand A et le petit a se sont séparés. De même le grand B et petit b. Vous allez remarquer que la séparation des chromosomes a engendré la séparation des allèles. Les allèles d'un même gène se sont séparés. Grand A s'est séparé de petit a et grand B s'est séparé de petit b. Ça veut dire que à la fin de la division réductionnelle, on devrait obtenir deux types de gamètes. Donc des gamètes avec, et vous allez remarquer donc que grand A et petit a se retrouvent tout à fait séparés, de même grand B et petit b. Les allèles d'un même gène sont séparés, on parle là d'une ségrégation pré-réductionnelle. C'est-à-dire que la séparation allélique fait suite à la séparation des chromosomes homologues en anaphase 1. À la fin de la division équationnelle, on devrait obtenir quatre cellules, dont deux identiques, grand A, grand B, et deux identiques, petit a, petit b, 50%. Les gamètes sont qualifiés de type parental. Donc à la fin de la méiose, on obtient deux types de gamètes qualifiés de gamètes type parental. Comme on le sait déjà, ce qui fait la particularité de la méiose 1, c'est-à-dire de la division réductionnelle, c'est qu'en prophase 1, il y a appareillement des chromosomes homologues. Et pendant justement la prophase 1, lors de l'appareillement des chromosomes homologues, bichromatidiens, des chiasmas peuvent se former entre deux chromatides homologues, comme suit. Voilà. Et vous remarquez que le chiasma, ce qu'on appellera le crossing over, il y a donc un échange allélique entre les chromosomes homologues. On parle dans ce cas-là d'un brassage intrachromosomique qui fait suite à ce crossing over, c'est-à-dire à ces chiasmas. Quelle est la conséquence donc de ce croisement, de cet échange, de ce brassage intra? C'est qu'en fin de la division réductionnelle, notez que l'allèle P, petit b, ne s'est pas séparé de l'allèle grand P. À cause de brassage, la séparation se fera en anaphase 2 lors de la séparation des chromatides. On parle là d'une ségrégation post-réductionnelle. Donc vous allez remarquer que la séparation des chromosomes homologues en anaphase 1 n'a pas permis la séparation de l'allèle grand P et de l'allèle petit b parce qu'ils ont été échangés au cours de ce chiasma, au cours de ce crossing over. Voilà, vous allez remarquer que petit b et grand B sont toujours côte à côte dans une même cellule. À la fin de la division équationnelle, on obtient quatre types de gamètes. Grand A, grand B, petit a, petit b, des types parental, mais aussi grand A, petit b et petit a, grand B, qui sont la conséquence de ce brassage intra et qu'on appellera donc des gamètes de type recombiné. Donc vous allez noter que le brassage intrachromosomique, il a contribué à la diversification donc des gamètes. Au lieu de deux types tout à l'heure, on a obtenu. Ce n'est pas terminé puisque la fécondation, qui consiste en la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles, et que cette rencontre elle-même se fait aléatoirement, ce qui va amplifier les brassages et au final, on obtient une génération très diversifiée. Alors si je suppose que chacun des parents a produit quatre types de gamètes relatifs à deux couples d'allèles indépendants, grand A, petit a et grand B, petit b, l'échiquier des rencontres possibles serait, voilà, remarquez qu'un DNA a les gamètes, horizontalement les gamètes d'un des parents et verticalement les gamètes de l'autre parent. Si ce gamète rencontre celui-là, vous allez tomber sur une combinaison génotypique grand A et grand B petit p, puisque la fécondation va rétablir la diploïdie. Donc grand A va rencontrer grand A à nouveau et grand B. Et si vous remplissez votre échiquier de la même sorte, vous allez tomber sur une multitude de génotypes. Donc remarquez la diversité des combinaisons génotypiques possibles chez la génération fils. Donc fécondation et méiose entraînent donc une diversification grâce au brassage allélique qui survient lors de la séparation et lors de la rencontre des chromosomes homologues. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous quitte et à la prochaine, Inch'Allah. J'espère vous avoir été d'une utilité et bonne réussite à vous tous.